Et bienvenue dans le débat. Faut-il craindre un embrasement régional après la mort d'Hassan Nasrallah, chef du Hezbollah, dans des bombardements israéliens de la banlieue sud de Beyrouth? Yoav Gallant, le ministre de la Défense israélien, vient d'affirmer qu'une opération terrestre limitée dans le sud du Liban était imminente. Ce matin, Israël a frappé à l'aide de drones un quartier de la capitale libanaise, tuant 3 membres du Front de libération de la Palestine, un groupe islamiste qui soutient le Hezbollah. Hier, dimanche, l'armée israélienne avait mené 120 frappes supplémentaires de grande envergure au Liban. Sur un autre front, Israël a mené des raids contre des cibles houthis au Yémen, au lendemain d'un tir des rebelles sur Tel Aviv. Joe Biden a d'ailleurs qualifié la mort de Nasrallah de mesure de justice, tout en affirmant qu'une guerre totale devait être évitée. Jean-Noël Barrot est arrivé hier soir à Beyrouth. Le ministre des Affaires étrangères français a remis une aide sanitaire d'urgence au ministre de la Santé libanais. Alors on va revenir sur la mort d'Hassan Nasrallah. Quel impact pour le Hezbollah et pour le Liban? Quelles sont les réactions dans le monde arabe notamment? Et puis quelle est la stratégie d'Israël? Quelle est celle de l'Iran? Quid des États-Unis? Le Proche-Orient va-t-il connaître une guerre totale? Une opération terrestre israélienne au Liban est-elle imminente? Voilà toutes les questions que nous allons poser à nos invités. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Rina Bassiste. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. Vous êtes correspondante israélienne à Paris, rédactrice pour le journal américain Al Monitor, également ancienne diplomate. Bienvenue à vous. En face de vous, nous avons l'écrivain Sabeel Goussoub, écrivain, journaliste, auteur de Beyrouth sur scène. Ça, c'est l'édition Poche. C'est sorti déjà en 2022. Vous avez également eu le prix Goncourt des lycéens. Merci d'être là ce soir avec nous. Vous êtes également franco-libanais, je le mentionne bien sûr. Bertrand Besancenot est à côté de vous, ancien ambassadeur dans les pays du Golfe, envoyé spécial du président Macron pour les pays du Golfe. Et vous étiez donc ambassadeur au Qatar, en Arabie Saoudite, hein, c'est ça? Absolument. Merci d'être avec nous ce soir. Nous avons également David Rigoulet-Rose avec nous. Bonsoir. Vous êtes rédacteur en chef de la revue Orient Stratégique, chercheur à l'Institut français d'analyse stratégique, l'IFAS, et également chercheur à l'IRIS. Bienvenue dans le débat. La mort de Nasrallah et après, quel est l'impact sur l'organisation? Avant justement d'en débattre, je vous propose de faire un point en images en sachant qu'il y a maintenant 1 million de déplacés au Liban. Il y a donc urgence. Un point avec Luc Lacroix et Nicolas Auer. Dans un pays en pleine guerre, chant de paix dans cette église au nord de Beyrouth. Exceptionnellement, un drapeau libanais est porté jusqu'à l'autel. L'église est remplie de paroissiens venus prier ensemble et partager leur peur. Au fond, une jeune Libanaise, Mélissa Chamoun, a fui les bombardements dans l'est du pays. Notre maison est cassée, notre maison est complètement détruite. Même chez ces chrétiens, la mort du chef du Hezbollah musulman chiite a provoqué une onde de choc. Vous êtes particulièrement inquiet en tant que chrétien? En tant que Libanais, chrétien, musulman, tout le monde. Qui sera le prochain? Quand est-ce que ça va s'arrêter? Quel sera le futur de nos enfants? On ne sait pas ce qui va se passer. Sur les hauteurs de Beyrouth, chez ces franco-libanais, même inquiétude. Leur maison est aux premières loges des bombardements. Le jour de l'explosion de Nasrallah, c'était plutôt dans cette zone, en face. Les vitres tremblent, comme si c'était un tremblement de terre. C'est assez intense. Pour limiter les risques, cette mère et son fils sortent le moins possible de chez eux. Qu'est-ce que c'est ça? C'est quelques provisions, plutôt du riz, du thym, du bourgogne. Et depuis une semaine, Charlie Ferrali est passé en télétravail. Pour le moment, je reste ici, mais c'est évident qu'on planifie une possibilité de retourner en France. Chez des proches ou même parfois dans la rue, 1 million de Libanais ont fui leur maison. Et même dans le centre de Beyrouth, ils ne se sentent pas en sécurité. Israël pourrait même bombarder ici s'il le voulait. Les Israéliens ne font pas de différence entre les chrétiens, les musulmans, les sunnites, les chiites. La seule chose qui compte pour Israël, c'est son propre intérêt. Commencent 3 jours de deuil national au Liban en l'honneur d'Hassan Nasrallah. Ces funérailles n'ont pas encore été annoncées. Reste à savoir comment elles seront organisées.
On va écouter les réactions donc, dans le nord d'Israël. Les derniers jours ont été vraiment très durs. Vendredi, un missile est tombé juste à côté de la maison, à 1,50 m. C'était vraiment très dur. Il y a eu des incendies, on est rentré dans l'abri. Et pendant tout le Shabbat, nous étions dans l'abri car il était impossible de rentrer à la maison. Toutes les 40 minutes, il y avait une alerte et des chutes de roquettes et de débris. À cause de la peur des alertes et des choses que l'on voit ici, nous ne recevons pas de visiteurs à sa fête depuis près d'1 an. C'est la mort de nombreux commerces. Certains d'entre eux sont fermés totalement. Ouais, 2 jours après la mort d'Hassan Nasrallah, donc le chef du Hezbollah, c'est le secrétaire adjoint du Hezbollah qui a pris la parole aujourd'hui. On l'écoute. Nous nous tenons prêts à tout scénario. Si Israël décide de mener une opération terrestre, nos forces, les forces de la résistance seront prêtes à la confrontation terrestre. Nous allons choisir un secrétaire général du parti dans les plus brefs délais et selon la procédure interne du parti, désigner les nouveaux chefs et postes de commandement. David Rigoli-Rose. On va tout de même démarrer par la mort de Hassan Nasrallah, même si c'était il y a 2 jours, qui était chef du Hezbollah depuis 1992, l'homme le plus puissant du Liban. Cette mort, c'est un tournant pour le Hezbollah. Est-ce qu'ils vont effectivement nommer quelqu'un pour lui succéder très vite? Ah oui, c'est un tournant. Donc là, il y a un intérim qui est assuré par la personne que vous venez de présenter, c'est Naïm Qassem. Et vraisemblablement, il y a un candidat qui est pressenti. On ne sait pas s'il va être validé, mais c'est probable quand même. C'est Hichem Safieddine, qui est en fait un cousin de Nasrallah et qui est comme lui un Sayyed, c'est-à-dire dans la lignée du prophète. Ce qui lui confère évidemment une légitimité particulière au sein de la culture chiite. Et c'est un dur en plus. C'est un dur. Donc c'est ce qui... Donc il n'y aura pas de changement de doctrine, là. On est vraiment dans la même veine. Non, il n'y aura pas de changement de doctrine. Le changement, il est sur l'affaiblissement prononcé de l'organisation, à la fois en termes de hiérarchie et puis en termes d'image qui est par rapport au reste des acteurs. C'est une image très dégradée aujourd'hui, justement, par rapport à la toute-puissance qui était attribuée au Hezbollah et qui n'était pas fictive d'ailleurs sur l'échiquier libanais avant les derniers événements. Est-ce qu'il règne une sorte de climat de suspicion au sein du Hezbollah après tout ce qui s'est passé? Ah oui, il y a une culture paranoïaque à grande échelle, mais qui n'est pas infondée d'ailleurs. Parce qu'il y a eu manifestement, au Liban, il y a l'idée qui a trahi Nasrallah. Ça circule partout, il y a plein de rumeurs. Ce qui est vraisemblable, c'est qu'il y a eu une opération israélienne très très élaborée. D'aucuns même considèrent qu'il aurait pu être tracé avec il aurait reçu en fait un émissaire de Téhéran qui aurait éventuellement mis, en lui serrant la main, une substance qui aurait permis de le tracer. Alors pour l'instant, c'est pas confirmé. Ce qui est sûr, c'est qu'il a été contraint de sortir de là où il était, probablement faute de système de communication opérationnel, puisqu'il s'était passé la semaine précédente, et donc de se réunir avec, effectivement, en physique, alors qu'il ne le faisait pas dans les mêmes circonstances auparavant. Et c'est ce qui explique le choix, effectivement, de l'élimination par une escadrille de 8 appareils, une escadrille d'élite 69 de Tsahal. Rina Bassis, est-ce que c'est une victoire pour Israël? D'une certaine façon, oui, mais vous savez, dans la guerre, il n'y a pas de victoire. Je crois qu'Israël ne cherche pas les victoires. Ce qu'Israël cherche, en tout cas, c'est que le gouvernement a défini comme but, il y a à peine 3 semaines, c'est de faire en sorte que toutes ces dizaines de milliers de personnes qui étaient évacuées, qui étaient forcées de quitter leur maison ces derniers mois, en fait, depuis le 8 octobre, quand Hassan Nasrallah a ordonné son organisation de joindre la campagne de Hamas. Et donc, l'idée est qu'ils puissent retourner chez eux. Pour qu'ils retournent chez eux, il faudra que tous les tirs de roquettes, que ça s'arrête. Est-ce qu'il y a une réaction importante, Bertrand Besancenot, vous qui êtes un spécialiste des pays arabes? On ne les a pas beaucoup entendus, justement, ces pays du Golfe, après ce qui s'est passé. Pourquoi? Pour une raison que tout le monde connaît, c'est-à-dire qu'effectivement, aujourd'hui, nous sommes dans une phase où les pays du Golfe essayent de restaurer un dialogue avec Téhéran, ce qui ne veut pas dire, naturellement, qu'ils ont perdu leur méfiance à l'égard des affidés de Téhéran.
et que d'autre part, si vous voulez, étant donné le poids du Hezbollah, à la fois dans la crise syrienne, mais également au Liban, eh bien, je crois qu'il y a eu très peu de gens qui ont pleuré dans leur chaumière la disparition de Nasrallah. C'est ça, on se réjouissait en Arabie Saoudite, par exemple. Personne ne le fera publiquement, mais la vérité, c'est qu'effectivement, beaucoup de gens se disent débarrassés de quelqu'un qui était perçu comme étant à la fois une marionnette de Téhéran et en même temps quelqu'un dont l'organisation était considérée comme terroriste. Il ne faut pas oublier qu'une bonne partie des Séoudiens parlaient toujours du Hezb al-Shaitan, c'est-à-dire du parti du diable, en parlant du Hezbollah. Et inversement, en Irak, là, il y a eu des foules en liesse tout de même, qui se sont massées devant l'ambassade américaine en Irak pour au contraire déplorer. Bien sûr, non, tout à fait. Mais, donc on retrouve quoi, vraiment le schisme entre justement les chiites et les sunnites? Alors, c'est plus compliqué que ça. C'est-à-dire, bon, il y a un aspect sunnite-chiite qui est évident, mais en même temps, je crois qu'il y a une lutte d'influence qui est évidente dans la région, enfin, depuis 2003, depuis l'invasion américaine de l'Irak. Aujourd'hui, effectivement, les pays du Golfe ont tenté, durant une période, en s'appuyant sur le président Trump, d'essayer de faire refluer l'influence iranienne dans la région, sans beaucoup de succès. Aujourd'hui, leur principale priorité, leur principale préoccupation, c'est de réussir la réforme, ce qu'on appelle la vision 2030 en Arabie Saoudite, et puis d'attirer les investisseurs internationaux sur leurs grands projets. Et donc, il est évident que si vous avez une crise ou une confrontation, les investisseurs internationaux ne viendront pas. Donc, pour cette raison, ils ont préféré rétablir un dialogue avec Téhéran, ce qui ne signifie pas, naturellement, que la méfiance est disparue, loin de là, et qu'à terme, cette méfiance risque de rester, sauf si des gestes sont effectués par le régime iranien, montrant qu'ils ont pris en compte les préoccupations des autres. Sabil Goussoub, alors vous êtes libanais, hein, vous avez grandi à Paris. Quand vos parents ont quitté le pays pour fuir la guerre, vous racontez donc votre perception de cette guerre finalement interminable au Liban. Alors que vous êtes exilé à Paris, comment vivez-vous ce moment à Paris justement? Je suis sidéré, la mort du chef du Hezbollah. La chose qui m'est venue, on est tous sidérés, on l'a vu dans votre reportage, chrétiens et musulmans, on a tous très peur, on se sent tous très fragiles aujourd'hui au Liban. Mais ce qui est évident, c'est que l'assassinat politique ne résout rien dans la région. Ce qui nous manque dans cette région, c'est de la justice. Et cette mort-là, pour un jeune Libanais qui travaille dans la presse libanaise, qui a beaucoup d'amis qui travaillent dans les associations, qui sont avocats, etc., et qui combattent le Hezbollah depuis de très nombreuses années, nous n'avons jamais pris les armes face au Hezbollah. Le Hezbollah utilise justement l'assassinat politique contre ses ennemis, donc contre moi, mes proches, mes amis. Et cet assassinat-là va rien apporter de bon. L'ancien chef du Hezbollah a été tué aussi par les Israéliens. Un nouveau a été remplacé, là un nouveau le remplacera. Et même si le Hezbollah disparaîtra, un mouvement encore plus difficile, plus dur apparaîtra après. Vous pensez que ce sera plus dur? L'affaiblissement du Hezbollah ne peut pas au contraire être à l'origine d'une nouvelle orientation au Liban peut-être différente? C'est la vision la plus optimiste, mais je dirais la moins probable aujourd'hui au Liban. Certains le pensent, moi je doute. Le problème, la naissance du Hezbollah est née aussi en 82, quand les Israéliens ont envahi le Liban jusqu'à Beyrouth. Et tant qu'on ne résout pas le problème palestinien, vous savez, je crois que d'autres mouvements réapparaîtront encore et encore. Donc aujourd'hui, vous avez peur? Au Liban, on a tous peur. Tous mes amis, tous mes proches, tous les Libanais ont très peur aujourd'hui. On vit une terreur depuis 10 jours, depuis l'attaque des beepers jusqu'à les attaques du lundi où il y a eu plus de 550 morts en un jour. Même l'attaque qui a visé le chef du Hezbollah, on ne sait toujours pas combien de civils sont morts. On dit plusieurs centaines, mais on ne sait toujours pas combien de personnes sont mortes. Aujourd'hui, au Liban, tout le monde a peur. David Rigolet-Rose, une réaction là-dessus? Oui, il y a effectivement un état de sidération pour tous les observateurs et encore plus pour ceux qui vivent les événements, évidemment, sur place. C'est clair, parce que ça constitue comme un tournant. C'est possiblement un game changer, quand même. Que ça soit au Liban et au-delà. D'abord au Liban, parce que ça va, l'affaiblissement prononcé du Hezbollah, à la fois dans son volet politique et militaire, aura des incidences sur les équilibres confessionnels. Donc on ne sait pas dans quel sens ça va aller. Justement, est-ce qu'il peut y avoir une nouvelle orientation au Liban parce que le Hezbollah... Le problème du Liban, c'est que c'est la tragédie du Liban. Là, aujourd'hui, c'est un État failli. Il n'y a pas de souveraineté libanaise. On l'a vu d'ailleurs, et c'est ce qui a justifié l'opération israélienne dans le Sud. C'est la non-application de la résolution de 1701, faute des possibilités du gouvernement libanais de la faire appliquer. Donc il y a ça. Et puis à l'extérieur, ça aura aussi des conséquences sur l'affaiblissement de la structure, justement, de ce qu'on appelle la Moukawama, c'est-à-dire l'axe de la résistance à Israël, qui avait été créé par l'Iran et notamment par le général Soleimani.
qui a été tué en 2020. Donc cet axe aujourd'hui est affaibli. Ah ben il est clairement très affaibli. Il l'est d'autant plus que c'est toutes les parties de l'axe qui sont visées, y compris au Yémen avec les Houthis. Il y a eu encore une frappe israélienne justement au Yémen. Donc il y a une entreprise là clairement de dissolution de cet axe, en tout cas d'un affaiblissement à long terme. On va écouter Benyamin Netanyahou qui met en garde, lui, les Iraniens. Je parle beaucoup des dirigeants iraniens. Pourtant, en ce moment crucial, je veux m'adresser à vous, le peuple iranien. Je veux le faire directement, sans filtre, sans intermédiaire. Chaque jour, vous voyez un régime qui vous soumet, qui fait des discours enflammés sur la défense du Liban, la défense de Gaza. Pourtant, chaque jour, ce régime plonge notre région plus profondément dans l'obscurité et plus profondément dans la guerre. Le peuple iranien doit savoir qu'Israël est à vos côtés. Rina Bassiste, un mot peut-être sur ce que dit Benyamin Netanyahou. Entre-temps, le ministre de la Défense israélien a pris la parole en disant qu'il y aurait une incursion terrestre dans le sud du Liban, qu'elle devrait être imminente, donc on ne sait pas si c'est cette nuit ou demain matin. La stratégie israélienne, quelle est-elle finalement? Bon, d'abord, il n'a pas exactement dit ça. Il a suggéré que peut-être il y aura ça. Il n'a pas dit dans des mots expressifs, il y aura dans quelques heures une attaque, donc ça peut arriver dans quelques heures, dans quelques jours, ça peut aussi être averti, et ça peut prendre aussi une autre forme. Une incursion terrestre, vous pensez? Disons, moi, quand je pense après le 7 octobre, je me souviens, on était tous dans des plateaux télé, on parlait à quel moment ça va arriver, aujourd'hui, demain, dans 2 jours, dans 3 jours, finalement. Israël a opté pas pour une grande invasion de beaucoup de forces en même temps, mais c'était en étape. Il est très possible qu'ici aussi, ça sera en étape. Donc, on ne sait pas s'il y aura vraiment cette grande invasion. Est-ce qu'il y aura peut-être des petites opérations, des allers-retours? Il faut encore voir. Il y a bien sûr aussi la pression américaine qui essaie par toutes ses forces d'éviter qu'il y aura cette grande invasion terrestre. On va l'écouter justement, Joe Biden, c'était il y a un instant. Je suis plus conscient que vous ne le pensez et je suis à l'aise avec le fait qu'il s'arrête. Nous devrions avoir un cessez-le-feu maintenant. Merci. Bertrand Besancenot, là, on a vraiment 2 sons de cloche très très différents entre ce qu'on a entendu du côté israélien et du côté américain. Est-ce qu'effectivement les Américains vont tenter vraiment d'empêcher une incursion terrestre israélienne au sud du Liban? Écoutez, les Américains veulent éviter un embrasement régional. Maintenant, sur la façon dont la stratégie qu'utilisera Israël, je ne suis pas sûr que les Israéliens, d'ailleurs, écoutent totalement ce que disent les Américains et le président Joe Biden. Et donc aujourd'hui, on voit bien que la stratégie de M. Netanyahou est clairement d'essayer d'affaiblir au maximum, et le Hamas s'est fait en grande partie, et le Hezbollah aujourd'hui, avec l'espoir également à la fois de détruire les armes qui menacent le nord d'Israël, mais également de faire pression sur l'Iran en montrant qu'effectivement, aujourd'hui, Israël a restauré sa capacité de dissuasion et que donc ils ont intérêt à ne pas bouger. Bon, c'est très clairement la stratégie avec comme perspective l'élection dans un mois d'un nouveau président américain dont il est clair que Netanyahou espère en tout cas que ce soit le président Trump, ce qui lui donnerait une marge de manœuvre plus importante. Il est évident qu'en sens inverse, les Iraniens espèrent que ce sera plutôt Mme Kamala Harris, parce qu'ils ont l'espoir qu'à ce moment-là, on puisse reprendre une négociation à partir de ce qui existait déjà. Les propos qu'a tenus le président iranien à l'ONU montrent qu'effectivement, ils sont dans une phase plutôt de retenue, ils font le gros dos plus exactement, et qu'ils espèrent effectivement pouvoir relancer un processus de négociation. Alors là, il y a une incertitude majeure, mais comme aujourd'hui, ce sont les Américains qui tiennent les cartes les plus importantes dans la région. En tout cas, ils ont renforcé aussi la présence militaire américaine dans les eaux de cette région. Un mot, Sabil Goussoub, ça vous rappelle 2006, enfin ces déclarations d'Israël d'une possible, peut-être imminente, ou peut-être limitée, ça serait peut-être plus limité qu'en 2006,
une incursion terrestre au sud du Liban? Je ne crois pas trop en ces termes-là. Je ne sais pas ce que ça veut dire limité pour la politique israélienne. Mais je sais quand ils ont dit frappe ciblée, quand le porte-parole de l'armée israélienne parlait de frappe ciblée il y a quelques jours, ce n'était pas vrai. Il y avait des enfants qui étaient morts, des civils qui étaient morts. Donc je ne crois pas vraiment à l'armée israélienne dans ce qu'ils disent. Oui, ça nous rappelle 2006, ça nous rappelle la guerre civile. C'est des traumas qui reviennent au Liban. Moi, je ne crois pas qu'il y a une solution là-dedans. Je crois que la politique israélienne et la politique de Netanyahou va dans un mur. Il a fait la guerre à Gaza pour récupérer les otages. Ils ne sont pas récupérés. Il y a 2 jours, j'étais sur un plateau télé avec un Israélien dont une de ses amies est otage. Il est clairement contre la politique israélienne actuelle. Le Hamas n'a pas été complètement supprimé. Je ne pense pas qu'il va réussir à les supprimer. Le Hezbollah, il va être affaibli, oui. Il va renaître autrement, c'est très possible. Je crois pas que cette politique marche. Elle ne fonctionne vraiment pas. Et surtout, à quel prix ? Combien de civils morts? Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils cherchent à travers cette politique-là? Rina Bassis, est-ce qu'il peut effectivement supprimer le Hezbollah en faisant une incursion terrestre, Benyamin Netanyahou? Je crois que personne en Israël pense qu'on peut supprimer Hezbollah et c'est pour ça aussi on a parlé tout à l'heure de cette but de guerre qui n'est pas à supprimer Hezbollah parce que Hezbollah est trop implanté dans la société libanaise et ça sera, à la fin ça sera un choix du peuple libanais si on veut supprimer Hezbollah. Ce n'est pas Israël qui peut le faire de l'extérieur. L'idée est de rétablir la sécurité dans le nord d'Israël. Monsieur l'ambassadeur, bien sûr, a évoqué cette échéance avec les élections aux États-Unis, mais il y a une autre échéance qui est beaucoup plus proche, et ça c'est le 7 octobre. Monsieur Netanyahou est quand même face à un peuple, ça va faire dans quelques jours 1 an que toute une région d'Israël est vide, des villes fantômes, des gens qui habitent plus chez eux. Et là, il y a des gens qui demandent des réponses. C'est à quel moment on pourra retourner chez lui. Mais est-ce que justement une incursion terrestre au sud du Liban peut aboutir à une sécurité suffisante au nord pour faire revenir les populations israéliennes au nord d'Israël? Mais ça c'est la grande question. Bien sûr, je n'ai pas la réponse pour ça. On aurait bien espéré que l'élimination de Hassan Nasrallah, et moi je n'utiliserai pas les termes assassinat politique, mais plutôt une élimination d'un chef de groupe terroriste qui est aussi un leader militaire. On aurait bien espéré que ça va résoudre, entre guillemets, les problèmes et que ça va apporter, mais bien sûr, ça n'apportera pas, ça ne suffira pas. Jusqu'à où exactement l'armée israélienne va aller, pour l'instant, c'est difficile à dire. David Rigoleros, quand il parle justement d'offensive imminente, mais limitée, qu'est-ce qu'ils veulent dire justement les Israéliens? Parce que l'objectif, c'est de faire revenir ce que disait justement Rina Bassis à l'instant, les Israéliens au nord d'Israël, mais il faut des conditions de sécurité suffisantes. Donc il ne faut pas... une incursion peut-être ne suffira pas. Peut-être que ça... Est-ce que le risque, ce n'est pas aussi un enlisement? Non, mais d'ailleurs, le modèle n'est pas celui de 82. Hein. D'abord, vraisemblablement, les forces spéciales sont déjà au sud Liban, de toute façon. C'est déjà le cas. Les forces spéciales. Il y a des incursions des commandos, ils sont déjà présents. Ils préparent effectivement quelque chose d'un peu plus vaste. Mais donc ça veut dire quoi, quelque chose d'un peu plus vaste, s'ils sont déjà présents? L'objectif, c'est vraisemblablement pas de reproduire ce qui s'était passé en 82, d'aller jusqu'à Beyrouth. C'est pas ça l'objectif. Puisque le but de guerre affiché, déclaré, c'est de trouver une possibilité de sécuriser et permettre le retour des 70 000 Israéliens en Galilée, notamment dans le nord. Donc ça voudrait dire qu'il y a éventuellement une zone tampon, mais surtout l'enjeu, il n'est pas que là-dessus. Il est aussi vraisemblablement, c'est la leçon de Gaza, sur la question du démantèlement des tunnels. C'est-à-dire de tous les tunnels et les réseaux souterrains qui sont à proximité de la frontière et qui sont en eux-mêmes susceptibles de constituer une hypothèque sur une sécurité future. Je renvoie d'ailleurs à une vidéo qui avait été publiée par le Hezbollah qui disait « Nos montagnes sont nos entrepôts ». Notamment pour les missiles de longue portée, les missiles de précision. Donc ça, c'est un enjeu considérable. Et donc, on n'est pas dans la configuration, si vous voulez, d'une invasion du Liban. Mais ça sera effectivement une violation de la souveraineté du Liban, de facto. Mais... Ce que vous dites, ces tunnels sont extrêmement difficiles à prendre. Manifestement, c'est encore plus compliqué que le Hamas, l'organisation du Hezbollah. Absolument. Donc... C'est pour ça que l'affichage de détruire le Hamas, le Hezbollah en tant que tel, n'est pas un but de guerre possible à réaliser. En revanche, démanteler effectivement son infrastructure, qui était déjà très, très affaiblie, ça c'est possible. Mais après, la question, c'est quand on rentre, on ne sait pas jusqu'où ça va. C'est toujours le problème. Bertrand Mesançon, quand on rentre, on ne sait pas jusqu'où ça va, parce que le risque... mais je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire qu'effectivement, on avait bien le sentiment que l'objectif, c'était de détruire le plus possible du matériel, c'est-à-dire à la fois des missiles, des roquettes, enfin tout ce que vous pouvez trouver au sud Liban. Mais maintenant,
il y aura certainement une phase terrestre. La question, c'est de savoir quand et comment, parce qu'il est évident que le Hezbollah s'y est préparé, qu'ils ont aujourd'hui des capacités importantes, qu'ils sont habitués à la guerre, à la guérilla sur le terrain. Ça signifie qu'à ce moment-là, les autorités de Tel Aviv prennent le risque, en réalité, d'avoir quand même de véritables combats de rue qui risquent de nuire peut-être à l'image, pour le moment, un peu invincible qu'a donnée la politique de M. Netanyahou dans la dernière période. Bon. Maintenant, s'il y a invasion du sud Liban, je pense que la partie sera plus compliquée que ce que certains pensent. Il y aura de véritables combats. Et donc, la façon dont les choses se passeront, enfin bon, je veux dire, c'est impossible à deviner, mais il est possible que ce soit une opération par étapes, comme ceci a été dit. Sabil Goussoub, ça vous inspire, vous? Moi, ça m'inspire que Netanyahou est au pouvoir depuis très longtemps et que cette politique-là ne fonctionne pas. La politique des murs et des checkpoints n'a pas fonctionné. Le 7 octobre, Israël a vécu l'une des pires attaques de son histoire. C'est qu'à un moment, cette technique-là ne marche pas. Là, il va vouloir donc mettre une zone tampon. Mais ça ne va pas résoudre le problème, ça va continuer. Donc Pourquoi vous dites que ça ne va pas résoudre le problème, une zone tampon? Le mur n'a pas résolu le problème, ce n'est pas une zone tampon qui va résoudre le problème. Les roquettes viendront de plus loin, elles viendront autrement, Israël se fera attaquer autrement. Il y a un moment, il y a une limite à cette politique-là. Netanyahou a échoué à sa politique et il faut changer de stratégie. Alors maintenant qu'ils veulent supprimer les roquettes du Hezbollah, qu'ils y aillent, encore une fois, je le répète, à quel prix? On parle des civils israéliens, je pense aussi aux civils israéliens, mais parlons aussi des civils libanais et palestiniens. À quel prix on va continuer cette guerre-là? Elle ne mène à rien. Cette politique-là n'a mené à rien. Donc vous dites une autre politique, ce serait quelle politique? Israël doit avoir le courage aujourd'hui de créer un État palestinien. La seule solution aujourd'hui à ce problème-là, c'est celle-là. Il n'y en a aucune autre. Et l'échange, ça sera sécurité d'Israël contre État palestinien. On est d'accord. Mais c'est Israël qui a les mains pour pouvoir régler ce problème. Monsieur l'ambassadeur. Non, je suis assez d'accord. C'est-à-dire que personne ne peut contester qu'Israël et les Américains ont remporté une victoire sur le Hamas, le Hezbollah et l'Iran. Mais encore une fois, c'est une bataille de gagner, ce n'est pas la guerre. Bon, parce qu'en réalité, tout le monde voit très bien plusieurs aspects. Il y aura une génération nouvelle de Palestiniens et sans doute de chiites libanais qui auront perdu des membres de leur famille et qui seront effectivement des agents anti-israéliens et qui le demeureront pour une longue période. Il y a aussi le fait que le crédit moral d'Israël a été fortement atteint dans le monde. Quand on voit les massacres à Gaza, quand on voit, si vous voulez, la violation du droit international de façon répétée, eh bien, ceci fait qu'effectivement, il y a un mouvement. On l'a vu également dans la politique des différents pays. Un certain nombre de pays européens ont du coup reconnu l'État de Palestine, ce qui montre, si vous voulez, vous avez vu, beaucoup de jeunes dans le monde occidental ont réagi également aux massacres qui ont eu lieu. Et vous voyez que, par exemple, le prince héritier d'Arabie Saoudite dit très clairement que dorénavant, il ne peut y avoir de normalisation avec Israël que s'il y a la reconnaissance d'un État palestinien. Tout ça, ça veut dire de la diplomatie. Oui, bien sûr. Et c'est là où je rejoins effectivement, on ne réglera réellement le problème que le jour où on aura réglé la question palestinienne de façon équitable. On va écouter le porte-parole du ministère des Affaires étrangères iranien à présent. Les gouvernements du Liban et de la Palestine ont la capacité et la force de se défendre contre l'agression du régime sioniste. Et il n'est pas nécessaire d'envoyer des forces supplémentaires ou des volontaires de la République islamique d'Iran. David Rigoulet-Rose, qu'est-ce que ça veut dire là? Que en fait, l'Iran se désolidarise du Hezbollah? C'est ça un peu la politique, le message? Les critiques les plus acerbes pourront dire que c'est un lâchage. Vous dites que c'est un lâchage, vous? Non, mais je dis dans la catégorie la plus excessive, mais c'est pas tout à fait un lâchage parce qu'ils peuvent pas totalement lâcher, mais en même temps, c'est clair qu'ils vont pas s'engager, ils vont pas envoyer des hommes, tout simplement parce que Téhéran ne veut pas rentrer dans une logique escalatoire en sachant que le risque est trop grand. Il est trop grand. C'est pas la configuration d'avril dernier où il s'était senti obligé, ne serait-ce que en termes de crédit par rapport à ses mandataires, de tirer les 350 missiles sur Israël, qui d'ailleurs ont été tous quasiment arrêtés. Là, Mais qu'est-ce qui a changé justement par rapport à ce moment que vous décrivez? Ce qui a changé, c'est l'affaiblissement de toute la structure, justement, des mandataires.
que ce soit d'abord le Hamas, ensuite... Donc ils reconnaissent un échec en fait du côté de Hezbollah. Et là va se poser la question de la réplique, parce qu'il y en aura une forcément. Les mandataires l'arc des mandataires était d'une certaine manière une projection en termes de dissuasion pour l'Iran au niveau régional, autour d'Israël. À partir du moment où il y a une dévaluation stratégique de cet axe, la question va être posée comment l'Iran pourra restaurer une forme de dissuasion. Et là, on va retrouver un serpent de mer et quelque chose qui est fantomatique, mais qui est en creux, c'est la question nucléaire. Alors justement, cette question nucléaire, c'est l'obsession aussi d'Israël, et en tout cas de Benyamin Netanyahou, Rina Bassiste. Donc, lorsque, effectivement, Israël voit que l'Iran ne réagit pas, ou en tout cas se désolidarise du Hezbollah, qu'est-ce que ça donne comme indication à Benyamin Netanyahou? Est-ce qu'il est en position de force pour justement faire une incursion parce qu'il sait que les Iraniens ne vont pas suivre? Et peut-être va-t-il décaler à plus tard un affrontement autour du nucléaire? Bon, sûrement, ça va être entre guillemets plus facile si l'Iran n'attaque pas. Il n'y aura que Hezbollah en face d'Israël, mais je suis tout à fait d'accord avec ce que David a dit. Et des situations comme ça révèle beaucoup. Et qu'est-ce que ça révèle? Ça révèle que les intérêts iraniens, en fait, ils ne sont pas du tout intéressés par Hezbollah. Hezbollah, c'est un outil pour eux, pas plus que ça. Ce qui est important pour le régime des ayatollahs, c'est d'abord la crise économique est terrible, donc il faut lever les sanctions. Pour ça, il faut parler avec les Américains. On ne peut pas entrer dans un conflit américain et les Américains et même l'administration Biden, qui est presque mini-guerre avec le gouvernement Netanyahou, a très clairement dit que si l'Iran recommence, si l'Iran va attaquer Israël, les Américains sont aux côtés d'Israël. Donc d'abord, il y a ça. Et bien sûr, la question du programme nucléaire. Le projet nucléaire, c'est un intérêt national iranien. Ils ne vont pas mettre en péril ces grands projets juste pour défendre Hezbollah. Voilà, et on apprend à l'instant qu'Israël informe justement les États-Unis d'un nombre d'opérations, d'un certain nombre d'opérations, donc probablement pour une incursion terrestre au Liban. On est dans une espèce d'incursion limitée, c'est ce qu'on disait, vous pensez, monsieur l'ambassadeur, là ? Oui, enfin, c'est ce qui paraît le plus logique. C'est-à-dire qu'effectivement, s'ils veulent limiter l'impact d'une véritable guérilla sur place, ils n'ont pas intérêt, j'imagine, à faire une incursion massive. Ils ont intérêt sans doute à faire des choses progressivement pour voir quelle est la réaction. Près de la frontière au Liban, là, oui. je lis au fur et à mesure. Une opération effectivement limitée près de la frontière au Liban qui viserait les infrastructures du Hezbollah. Voilà. Oui. Ça, c'est la dernière déclaration d'Israël. Qu'est-ce que ça veut dire, en fait? Ça signifie qu'ils veulent essayer... effectivement, ils ont déjà commencé par des bombardements. Ils veulent essayer, si vous voulez, de casser le plus possible de matériel, d'équipements, de missiles, de roquettes, etc. Ils veulent casser les infrastructures. On l'a dit, également, essayer de vider les tunnels qui sont là. Ils ont bien entendu toute une série d'informations, il ne faut pas se faire d'illusions. En même temps, ils savent que sur le terrain, ils vont rencontrer une résistance qui sera une véritable guérilla, il ne faut pas se faire d'illusions. Une véritable guérilla, donc ils prendraient ce risque quand même apparemment, c'est le cas. Mais pour limiter le risque, je présume que c'est la raison pour laquelle ils veulent faire les choses par étapes. Parce que pour le moment, on a l'impression qu'on était vraiment dans une guerre technologique, enfin, entre les beepers, les talkie-walkie, les frappes, la mort de Nasrallah. Enfin, c'était très technologique. Et tout d'un coup, on se retrouve peut-être face à une incursion terrestre, donc il va rappeler beaucoup plus les conflits classiques avec tous les risques que l'on prend dans ces cas-là. D'une certaine façon, parce que c'était très spectaculaire ces derniers jours, mais il faut dire que les habitants de nord d'Israël, c'est pas depuis, bien sûr, ça s'est accéléré depuis le 8 octobre, mais ça fait 20 ans qu'il y a toute des générations des enfants qui ont grandi avec cette menace qu'il faut toujours être à côté des abris, et on connaît les sirènes, et on sait comment courir, etc. Et là, c'est cette accéléré. Donc, c'est vrai, maintenant, ces derniers temps, là, on a vu des choses de notre cas, de notre monde, si on peut dire ça, du monde plus technologique. Mais ça fait 20 ans qu'il y a cette guerre, entre guillemets, classique de tirs insensés, en fait. Sabil Goussou, parce que c'est vrai qu'au moment de l'explosion des beepers,
tout le monde, il y a une sidération, mais il y a une sidération autour de la capacité technologique, finalement, d'Israël de parvenir à insérer des explosifs dans ses beepers, puis dans les talkie-walkie, puis donc de toucher Hassan Nasrallah. Est-ce que là, au Liban, les réactions sont différentes lorsqu'on parle justement d'une incursion possible, même si elle est limitée, une incursion terrestre ? Ça reste une panique sur l'attaque des beepers aussi. Ce qui est important de dire, que c'était aussi une attaque de terreur qui a vraiment semé la terreur au Liban parmi les Libanais, parmi les Beyrouthins, et pas que les Beyrouthins, parce que l'attaque a visé vraiment tout le Liban. Sur l'invasion terrestre, c'est la même peur. Là, on est vraiment dans un pays qui a vécu la crise sanitaire comme tout le monde, une crise économique sans fin, qui n'a pas de président, qui ne fonctionne pas. On est dans un pays complètement appauvri, qui a accueilli un nombre de réfugiés syriens qu'on ne peut pas accueillir, malheureusement. Donc on est dans une situation où vraiment le Liban, je ne sais pas jusqu'où il peut tomber. Le risque, c'est quoi? C'est l'effondrement du pays. Il y a tous les risques. Il y a les risques d'une guerre civile. On a peur. Alors on se dit qu'elle ne va pas arriver, mais on a peur de la guerre civile forcément. On a peur de tout. On est vraiment dans une inconnue totale. Pourquoi vous avez peur de la guerre civile? En quoi est-ce que finalement une incursion terrestre pourrait entraîner une guerre civile? C'est-à-dire réactiver les guerres confessionnelles en fait? Vous savez, la mort du chef du Hezbollah a divisé les Libanais aussi, encore une fois. C'est-à-dire qu'il y a certaines personnes qui combattent le Hezbollah depuis très nombreuses années au Liban. Il y en a qui font partie de ma génération et d'un mouvement dont je fais partie, de la Révolution de 2019, qui le combat, on va dire juridiquement parlant, politiquement parlant, comme on peut. Mais il y a aussi encore les anciennes milices chrétiennes qui sont là au Liban, qui se réjouissent un peu de la mort du Hezbollah. Ces milices sont là aujourd'hui au Liban. Aujourd'hui, le Hezbollah a perdu son chef, a perdu son conseil militaire. On ne sait pas comment ils vont réagir. Tout le monde au Liban a peur. C'est dans ces situations de peur et de crise économique qu'une guerre civile peut éclater aussi. Et l'armée libanaise? Moi, j'estime qu'elle est impuissante. Elle est impuissante, c'est ce que vous dites? Moi, j'estime qu'elle est impuissante. Face au Hezbollah, elle était impuissante, donc aujourd'hui, elle l'a encore plus. Donc aujourd'hui, elle ne prendra pas les armes. Enfin, c'est quoi la position finalement de l'armée libanaise? Elle ne peut pas défendre le pays face à Israël, c'est sûr, et elle n'a pas pu s'opposer au Hezbollah depuis de très nombreuses années. Donc si une guerre civile éclate, peut-être l'armée libanaise pourra essayer de séparer les milices, mais je doute très fortement. David Rigoulet-Rose, vous êtes globalement inquiet, là, ou pas? Embrasement régional? La situation est objectivement très inquiétante, quand même, oui. Puisqu'on avait dit qu'il n'y aurait pas d'élargissement, il y en a un, quand même. Il y a une multiplicité d'acteurs qui sont engagés dans des calculs très contradictoires et très dangereux. Il y a des risques d'escalatoire. Donc oui, on ne peut pas ne pas être inquiet, objectivement. Mais après, la vraie question, là, pour l'instant, c'est quelle va être la réponse de l'Iran? C'est ça, dans l'immédiat, pour l'instant. Donc pour vous, c'est d'abord quelle va être la réponse de l'Iran plutôt que quelle va être justement l'incursion israélienne? Non, parce que l'incursion, elle sera de toute façon, pour des raisons inhérentes justement à la configuration que M. l'ambassadeur a évoquée, même si Israël a créé une brigade de montagne, par exemple, justement, pour éventuellement sur le mont Hermon, etc. Mais ils n'ont pas l'intention d'aller jusqu'à Beyrouth comme avait fait l'armée israélienne en 82. Quelle pourrait être la réaction de l'Iran? Ils vont attendre? C'est le problème, c'est justement pour ça que j'évoquais le nucléaire. La restauration d'une dissuasion, ça pourrait être de la part de l'Iran de ne pas rentrer dans une logique escalatoire opérationnelle, c'est-à-dire en envoyant des drones ou des missiles, mais de décider de passer le pas. C'est-à-dire de construire la bombe nucléaire. En tout cas, de prendre la décision de franchir le Rubicon qui n'a pas été prise jusqu'à présent. Est-ce qu'Israël laisserait faire? Justement. Et là, on retrouve une logique escalatoire sur un autre registre. Oui, c'est celui du nucléaire. Non, mais c'est ce que j'allais dire. Je vous fais réagir aussi. Non, mais ce que je veux dire, c'est que la réponse, effectivement, pourrait être, au lieu d'intervenir militairement, eh bien, d'avancer beaucoup plus vite sur le dossier nucléaire. Mais là, ils prennent un risque évident, parce qu'Israël a toujours dit qu'ils empêcheraient, quoi qu'il arrive, l'Iran d'acquérir l'arme nucléaire. Et dans un cas comme celui-là, effectivement, ils peuvent prendre une initiative, et avec l'appui des Américains... Qui ne veulent pas. Qui pour le moment ne veulent pas. Qui pour le moment ne veulent pas. Mais si vous aviez réellement une opération qui était menée par Israël sur le nucléaire iranien, eh bien, personne ne sait quel type d'engrenage pourrait se créer. Et c'est là où il y a un véritable risque. Et donc je pense qu'à Téhéran, on le mesure également, parce que passer au nucléaire, c'est presque de facto inciter les Israéliens à intervenir, c'est-à-dire à ce moment-là, effectivement, cet embrasement régional que, a priori, les Iraniens ne veulent pas. Mais ils ont d'autres moyens. Je veux dire, il y a quand même des milices chiites, irakiennes et autres qui existent. Il y a également des actes de terrorisme qui peuvent être faits partout dans le monde. Il peut y avoir différents types de réactions de la part de Téhéran. Je veux dire, ce n'est pas...
L'ambassadeur a tout à fait raison. En Israël, on parle depuis des années, bien avant le 7 octobre, sur ce qu'on appelle les cercles de feu qu'Iran a construit au fil des années, donc avec le Hezbollah, avec le Hamas, avec les Houthis au Yémen, bien sûr, qui ont accéléré en fait leurs attaques ces derniers jours. Avec les il y a eu d'ailleurs des ripostes israéliennes, des attaques israéliennes, avec les milices en Irak et en Syrie, et avec bien sûr les risques aussi des attaques à l'étranger. Les Français, je pense, sont les premiers à savoir, parce que Hassan Nasrallah a sur ses mains non seulement des sons israéliens et des sons américains, mais aussi les sons français, des Drakkar, et aussi des attaques de 85 et 86 sur les sols français. Donc, bien sûr, l'Iran aussi des autres moyens à atteindre des cibles israéliennes ou juifs dans le monde. Un engrenage, en tout cas, totalement possible à vous écouter. L'armée israélienne qui décrète maintenant plusieurs secteurs du nord d'Israël, zone d'exclusion militaire. Donc, on le disait il y a un instant, une offensive terrestre a priori limitée et imminente. Sabil Goussou, vous donnez le dernier mot tout de même. Non, je voulais poser une question à monsieur l'ambassadeur, parce que je sais que la France demande un cessez-le-feu depuis le début de cette guerre au Liban. Jean-Noël Barrot, qui est arrivé à Beyrouth. Comment c'est possible ? Écoutez, je pense que la France est certainement le pays qui se préoccupe le plus du Liban. Et donc, il n'est pas étonnant que ce soit la France qui ait à la fois demandé cette réunion du Conseil de sécurité, et vous avez eu cette déclaration franco-américaine pour essayer de demander un cessez-le-feu. Le problème, c'est que nous avons en face une politique jusqu'au-boutiste de M. Netanyahou, qui estime qu'il a une véritable fenêtre d'opportunité aujourd'hui, et je ne vois pas très bien pourquoi. En tout cas, pour le moment, il ne donne absolument pas le sentiment de vouloir écouter, naturellement, pas les Français, mais pas plus les Américains. Pas plus les Américains. Voilà. Donc si vous voulez, c'est là où, bien entendu, tout ceci ne se terminera que par une négociation diplomatique in fine, mais on n'en est pas là. Voilà, la question, c'est quand. Voilà. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, monsieur l'ambassadeur. Bertrand Besancenot, merci Sabil Goussou d'avoir participé au débat. David Rigoulet-Rose, merci beaucoup. Rina Bassiste, merci à vous tous de nous avoir suivis. Vous retrouvez l'émission sur les réseaux sociaux en podcast. À demain.